Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Acapellover. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, puisque pour la première fois sur cette chaîne, j'ai un invité. Je ne suis pas seul, et en fait j'ai même pas besoin de vous dire le nom de la personne avec qui je suis, puisque c'est dans le nom de la vidéo. Salut Alem. Salut. Alors voilà, Alem, champion du monde de beatbox. Oui, je sais, dit comme ça, c'est la classe. Et je suis plutôt fier, donc je vais même pas le cacher. Alors, juste avant qu'on commence l'interview, déjà, je te remercie encore énormément d'avoir accepté cette invitation. Écoute, ça me fait très plaisir. Ça me fait encore plus plaisir. Et Dieu sait que ça manque les interviews de toi sur YouTube, parce que finalement, il y a beaucoup de vidéos de toi, mais il n'y a pas beaucoup d'interviews. Et donc du coup, c'est un peu l'occasion aussi. C'est vrai. Alors voilà, juste avant, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, voilà comment la vidéo elle va se dérouler. Ce sera une interview de type cool, une discussion un peu posée. Bon voilà, je précise, je ferai les sous-titres encore en anglais pour les anglophones qui nous écoutent. D'ailleurs, ça va me demander beaucoup de travail. Et en français aussi. Je vais faire aussi des vidéos, enfin je vais mettre des vidéos dans le fond, mais ce sera vraiment à titre récréatif, hein, ce sera vraiment pour décorer la vidéo. Et peut-être que je nous couperai aussi de temps en temps pour montrer des points desquels on parle juste avant. Mais il y en aura quand même pas beaucoup. Voilà. Alors d'abord une présentation rapide finalement pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu. Donc tu es un beatboxer qui nous vient de la région lyonnaise. Tu viens d'une famille de musiciens. Tu joues plusieurs instruments toi-même, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Tu joues de la batterie, de la guitare et d'autres instruments aussi, mais j'y reviendrai plus tard. C'est en faisant de la batterie et en reproduisant ces sons que tu as commencé le beatbox. Aujourd'hui, tu as plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, ce qui est considérable, mais surtout, et c'est là que c'est impressionnant, et je le disais au tout début, tu es champion de France de beatbox en solo et en équipe, édition 2013, et tu es champion du monde. Alors déjà, ça s'applaudit. Là, tu vois, j'ai rajouté une foule en délire en montage. Et c'est en solo et en équipe aussi, avec l'équipe 20mate que tu tiens avec BMG. Alors pour ton titre de champion du monde solo, c'est assez dingue, puisque finalement vous êtes 4 dans l'univers tout entier à avoir ce titre, et toi tu es l'actuel, puisque tu as eu le titre en 2015 et que le championnat a lieu tous les 3-4 ans. Mais cela dit, je disais déjà 10 ans d'expérience dans le domaine, alors j'ai essayé de remonter un peu, voir tes participations aux différents championnats. La plus loin que j'ai pu voir, c'était en 2009, ta première participation au championnat de France. Oui, je crois que c'est ça. Ou non, je crois que même c'est en 2008. En 2008, j'ai pas l'info, figure-toi. Ouais, je crois que c'est 2008, mon premier battle. C'était contre Mike Flo, enfin. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Ah, les vieux de la vieille. Donc il y avait 2008, alors autant pour moi. En 2009, tu avais perdu en quart de finale. Voilà, c'est ça. En 2010, tu avais perdu en finale déjà face à Beastie. Ouais. En 2011, tu avais perdu en demi-finale face à Kim. Oui. Et en 2013, tu as pris ta revanche puisque tu as gagné en finale face à lui. Et donc, comme je le disais, avec ta team aussi, 20mate, vous avez gagné contre Fabulous Wadness, je crois. Exactement. Alors, c'est ça. Évidemment, là, on parle de beatbox, mais ceux qui ne sont pas très clients du beatbox ou qui connaissent mal, déjà, même si c'est de la pub un petit peu déguisée, je vous invite quand même à aller voir la vidéo sur le beatbox que j'ai faite, tout simplement pour avoir les bases, et le fait que moi je vais pas répéter des choses que j'ai déjà dites, c'est un peu bête. Et évidemment, ça reste accessible à tout le monde, puisque vous allez le voir, Alem est un musicien aguerri, et vous le voyez aussi sur les vidéos, et ça fait vraiment plaisir. Alors en fait, voilà, je parlais des championnats de France 2013, et ce qui est dingue en fait finalement, c'est que les championnats de France, voilà, ils ont lieu tous les ans, une fois par an, et à un endroit différent à chaque fois. Et en 2013, ils ont lieu à Lyon, c'est-à-dire à domicile pour toi. Oui. Et là, avec BMG, tu t'es dit, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous y allez, et là, t'es champion de France solo, champion de France en équipe,
Donc déjà, félicitations, parce qu'on peut dire que t'as pas perdu ta soirée. Ouais, c'est sûr. Et surtout, et j'y arrive enfin à ma première question, est-ce que ça voudrait dire finalement que si les championnats de France n'avaient pas eu lieu à Lyon, est-ce que t'en serais pas là où tu en es aujourd'hui? Ah ouais, c'est sûr que c'est sûr que c'est un tournant parce que le championnat était dans ma ville, je l'avais perdu déjà plusieurs fois, donc ça me tenait vraiment à cœur pour celui-là en tout cas de faire un truc en tout cas vraiment bien, bien préparé. Et puis ça faisait plusieurs années qu'avec BMG on pensait en fait à faire une équipe, mais on n'avait jamais concrétisé ça parce que on voulait déjà bien voilà affirmer un truc en solo. Mhm. Et du coup le fait que le championnat soit à Lyon, et ben en fait c'était chez nous. Et ce qui est drôle, c'est que pour tout le monde, c'était pas une évidence, mais presque qu'on le fasse ensemble, puisqu'on est potes, on habite dans la même ville, on est potes depuis toujours. Donc finalement, sur le papier, quand tu vois écrit Alem et BMG en équipe, bah voilà, c'est carrément possible, c'est chez nous et tout. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on anticipe l'équipe depuis plus d'un an. Et du coup, on arrive avec un gros boom, quoi, avec une vraie équipe, quelque chose de vraiment construit, pas juste un freestyle de Alem et BMG ensemble. Non, une vraie équipe dans le sens où il y a une vraie répétition qui est faite avant et qui montre qu'il y a une belle combinaison entre nous deux. C'est ça. Et ça, je suis content d'avoir fait ça, en fait, et ça a marché, en fait. Il y avait une belle surprise, quoi. Une belle surprise qui était là, et donc ouais, je suis très content de cette année-là, et voilà, quoi. D'autant qu'avant, on le précise, mais 2013 et l'année d'avant, t'avais perdu en finale des championnats du monde, ce qui est quand même une belle performance en soi, puisque t'as fini deuxième, t'avais perdu face à Skiller. Mais voilà, Oui, c'est ça, c'est quand je m'y même la attendais finale. pas du tout. Oui, c'est ça, je me retrouve projeté en finale alors que j'y suis pas prêt, en fait. Quand je me retrouve en finale contre Skiller, je suis pas prêt du tout. En 2012, au championnat du monde, du coup, c'est vrai que ça m'a donné énormément confiance en moi. Et quand je suis rentré du championnat du monde, c'est sûr que c'est en fait parce qu'en fait un championnat c'est ton propre adversaire finalement, c'est toi-même. Et du coup, c'est toi qui fixes tes limites, tes possibilités. Et en fait, c'est pas ton adversaire qui va te les fixer. Et c'est tout là. C'est là que ça se passe en fait dans la tête. J'en parle beaucoup quand je donne des masterclass. Je donne des masterclass où je parle pendant 1 heure, mais uniquement de ce qui se passe dans la tête et pas du beatbox. C'est assez drôle, mais. D'accord. Et voilà. Et c'est vrai que mon retour du championnat du monde, quand je suis arrivé au championnat de France, bah, je me suis dit, écoute, mon petit Alem, il faut que tu arrêtes voilà, c'est toi qui te fixes tes propres limites, tes propres barrières. Et là, à un moment donné, il faut que maintenant que tu vois que tu es capable de gérer un championnat du monde jusqu'en finale, bah vas-y quoi, vas-y tranquillement au championnat de France, aie confiance en toi, laisse-toi aller, ouais c'est ça, laisse-toi faire sur ce championnat. Et puis ça s'est bien passé puisqu'on voit que je suis beaucoup plus à l'aise que les années précédentes. Oui. Et je gère complètement l'espace, on sent que ça y est, je me suis trouvé, je sais ce que je dois faire. Et même moi, aujourd'hui, avec du recul, quand je regarde ce championnat, bah, ça me fait du bien, quoi. Je me dis, putain, yes, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Ouais, Et je du vois. coup, je suis très content d'avoir gagné, même par rapport à Kim en finale, où j'approche le truc avec très différemment, où finalement, je donne une belle performance et non une envie de gagner, en fait, face à quelqu'un. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire une belle performance, c'est de faire un bon beatbox. Et c'est ça, il faut pas se tromper, alors effectivement, il faut gagner face à l'adversaire, mais c'est pas ça qu'on a envie de voir en fait. Finalement, au fond de nous, je pense que ce qu'on a envie de voir, c'est une belle performance et un bon beatbox. C'est ça que j'ai compris, et je l'ai compris aussi grâce à Skiller. D'accord. Grâce à sa performance en 2012 qui m'a vraiment surpris. Et même après, quoi, quand je regarde les vidéos
Ça a été un déclic pour toi, en fait, ce moment. D'accord. Ouais. Et en fait, du coup, bon, effectivement, il y a eu ce tournant-là, il y a eu le tournant 2013 championnat de France gagné, mais est-ce que devenir beatboxer, je vais dire professionnel, en tant qu'artiste, est-ce que ça a été toujours une évidence pour toi ou pas du tout? Ben, une évidence, je sais pas, mais j'en ai toujours eu l'envie, en fait. De toute façon, pour moi, c'était pas possible de faire autre chose. Ouais, d'accord. C'était comme ça. En fait, j'ai fait un bac pro vente et déjà au lycée, je me suis beaucoup entraîné et et en fait, quand le prof a demandé ce qu'on voulait faire après, moi je lui disais bah écoutez monsieur, moi je veux faire du beatbox quoi. Et Déjà à ce moment-là. ouais, je me souviendrai toujours. Il me disait non mais c'est pas possible, Alem. Enfin, faut absolument que tu mettes sur le papier ce que tu veux faire après. Et moi, j'étais convaincu que c'était du beatbox et je notais rien parce que je pouvais pas noter beatbox évidemment dans la case. Je veux faire ça, j'ai envie de faire ça. En tout cas, j'ai envie d'essayer, de me laisser du temps. Alors, grâce à mes parents aussi qui me font énormément confiance. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont musiciens et que quand on vit de la musique, on sait ce que c'est de prendre le temps, en fait, de créer, d'essayer. Oui, j'allais y venir. C'est vrai que t'as énormément de chance d'être dans une famille de musiciens. Alors, j'ai vu que t'avais une sœur avec laquelle tu chantais aussi de temps en temps. Voilà, on voit, elle est aussi dans la musique aujourd'hui, elle en vit. Donc moi, je pense que le beatbox était aussi un moyen de trouver ma place peut-être dans cette famille, tu vois. D'accord. Parce qu'on veut toujours trouver sa place dans une famille. C'est pas évident de trouver sa place. Peut-être que le beatbox c'était la mienne et puis en plus le beatbox c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Au-delà du plaisir de beatboxer, c'est complètement comment je peux dire c'est complètement ma personnalité. Hein. Ça fait drôle de dire ça, mais non mais je comprends. Ouais. C'est le matin quand je me lève, le premier truc auquel je pense c'est faire du beatbox et c'est dans mon énergie en fait. C'est d'ailleurs, je beatbox selon mon énergie et ça, on peut le retrouver chez tous les beatboxers. Ouais. C'est-à-dire que on pose beaucoup la question, mais quel est ton style ou plutôt, quel est ton style, quelle est ta personnalité en beatbox? Elle est où? Où est ta signature? Et en fait, il n'y a pas besoin de chercher longtemps ou de se poser 1000 questions. Je pense que ton style, il est dans ta personnalité en fait. C'était quelqu'un Et on le retrouve ça en musique. Quand on voit des musiciens pratiquer leur instrument, on le ressent en fait vachement. Alors c'est dans le cliché, mais le bassiste, pour moi c'est drôle, hein, mais plus je vois de bassistes et plus je retrouve un peu le même caractère. Alors c'est peut-être un cliché, mais ça me fait assez rire. Et c'est vrai, tu vois, un batteur, c'est des personnalités en fait. Et le beatbox aujourd'hui, il correspond évidemment à plein de personnalités. Mais là où je veux en venir, c'est que par rapport à ton style en beatbox, ça va se ressentir. Et moi, on le ressent complètement par rapport à mon style. Bah, c'est quoi? C'est la vitesse, la technique. C'est ça en fait. C'est pousser les limites de la vitesse, de la rythmique. Et ça me correspond complètement. Je suis quelqu'un d'hyperactif. Je brûle à 200% dans mes journées. Et mes potes le sentent énormément. Je suis une boule d'énergie. Toute la journée, je suis capable de faire un round du championnat du monde à 7h30 du mat. Tu vois, il est 7h30 du mat et je peux te faire le même round que j'ai fait en finale. Ouais, c'est pas très agréable pour ma copine, mais en tout cas, voilà, j'en suis là. Et c'est aussi un défaut, puisque du coup, il va falloir que je me canalise. Mais voilà, mon énergie, elle est là, en tout cas. Ouais, mais écoute, ça tombe très bien que tu parles de ton style, ta personnalité de beatbox. Hein, c'est vrai qu'on est un peu dans ce jeu-là. Alors, tu m'as dit en off juste avant qu'on commence que tu me ferais l'honneur. Et moi, je suis comme un gamin, je suis excité comme un gamin à l'idée de ça. Une démo de ce que tu sais faire. Alors, carrément. Bon, évidemment, ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, la plupart te connaissent. Mais pour le plaisir des oreilles, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démo de ton style de beatbox? Allez, c'est parti.
Oh là 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 là. Et... Et, et je précise qu'il est 9h17 du matin. Très important à préciser. La transition est parfaite avec ce que j'ai dit avant. Ah oui, là, c'est parfait. Et ça tombe très bien que tu aies fait toutes ces sonorités qui te caractérisent si bien, parce que moi, ça me permet de faire une transition toute trouvée. Finalement, bon, je le disais juste avant, ça fait 10 ans que tu fais du beatbox, ce qui est quand même assez considérable hein, quand on y pense. Il y a aujourd'hui énormément de gens, quand on parle de fast beatboxer, qui, en fait, on pense à toi tout de suite. Je veux dire, un beatboxer qui va vite, c'est souvent Alem qui ressort. Non, si, faut être honnête. Au même titre que si on cherche une bonne basse, on pourrait aller sur Beatness ou voir Napalm. Mais alors du coup, il y a beaucoup de gens qui se basent sur toi. En plus, tu fais plein de tutos sur ta chaîne, donc ça tombe très bien. Mais toi, tu t'es basé sur qui? Alors moi, je regarde Flash. Imagine. Je m'inspire beaucoup. Non. Écoute, moi, ma plus grande influence, de toute façon, c'est évident, c'est Kenny Mohamed. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui vraiment me met des frissons quand je l'entends beatboxer en rythmique. Parce que oui. Ça me touche énormément ce qu'il fait en rythmique. Ouais. Et voilà, ça démarre comme ça pour moi. Alors après, évidemment, j'ai plein de français, plein de noms en tête. Je me nourris d'énormément de beatboxers. Mais c'est vrai que le premier, c'est quand même Kenny Mohamed et c'est vraiment un beatboxer auquel j'apprécie beaucoup. Et puis, j'assumais de faire ce qu'il faisait sur scène. Et bizarrement, tu vois, au début, à mes tout débuts, alors pas à mes tout débuts, mais disons que quand je suis commencé à me trouver, tu vois, en tout cas ce que j'aimais faire en beatbox, je faisais du Kenny Mohamed sur scène. Ah ouais. Et c'est drôle, c'est que il y avait de très bonnes réactions, quoi, face aux beatboxers. Et j'étais très surpris parce que je pensais être très vite critiqué, tu vois, ou en tout cas, ouais, Alem, c'est dommage, tu vois bien. Et en fait, il y avait de très bonnes réactions, genre, waouh, excellent, putain, j'ai kiffé, et tout. Puis moi, je disais, mais ouais, bah, en même temps, c'est la base, quoi, c'est Kenny Mohamed. Et en fait, il y a très peu de beatboxers qui avaient travaillé son style et ses rythmes. Et en fait, je pense que, et moi, je le dis, c'est que c'est pas mauvais de travailler ce que font les autres, en fait. Faut pas hésiter à non, bien sûr. Et ouais, c'est ça. On commence à copier les autres pour trouver son propre style. Ça marche toujours comme ça, de toute façon. Tu vois, et j'ai commencé avec Kenny Mohamed, en fait. Alors après, évidemment, je me nourris de beaucoup de techniques que d'ailleurs j'utilise beaucoup sur scène. Oui. J'aime ça, en fait, et je le prends bien. Je suis pas du tout dans un rapport de copier l'autre c'est vraiment plutôt jouer avec ce que peut faire un autre beatboxer et voilà, j'aime ça et voilà. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ma question, elle est pas si anodine que ça, parce que aujourd'hui, on a YouTube sur lesquels il y a énormément de beatboxers en tant que tels. Il y a aussi les chaînes Swiss Beatbox et Beatbox Battle qui sont vraiment deux chaînes très importantes pour représenter le beatbox et le porter au grand public. Mm-hmm. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Ouais, donc c'était compliqué. Moi, j'ai commencé le beatbox, j'avais pas internet. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon grand frère avait internet, il vivait à Lyon. Et quand j'allais chez lui, il y avait quelques vidéos. Il y avait donc Kenny Mohamed. Et puis, il y avait le premier championnat de France de beatbox. C'était une vidéo que je recommande vraiment vivement à aller voir. C'est cette vidéo-là qui m'a permis de comprendre l'univers vraiment des championnats et de rencontrer par vidéo les beatboxers français, en fait. Non, mais écoute, voilà. Ça tombe très bien que tu parles de cette vidéo parce que figure-toi que je l'ai utilisée en extrait dans la vidéo sur le beatboxer. Encore une fois, désolé, hein, mais et oui, excellent. J'ai trouvé cette vidéo et effectivement, c'est un mini documentaire qui est effectivement très intéressant pour se rendre compte, en fait. C'est ce que je disais dans la vidéo. Bon, je le redis du coup, mais de l'évolution en fait de la discipline, c'est incroyable. Il y avait déjà du niveau il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça a plus rien à voir, mais voilà. Au moins, toi, tu t'es basé sur ça, et puis il y avait déjà vraiment une très bonne base, comme tu dis, Feuille à Braz, Mike Spawn, enfin voilà, c'est des jeux, quoi. C'est ça, et pour répondre encore à ta question, c'est qu'un jour, je me souviens, j'ai rencontré Mike Spawn. Ah ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, parce que je savais, lui, il me connaissait pas, mais moi, je le connaissais, évidemment. Et je lui ai dit, écoute,
fais-moi sur mon petit dictaphone de téléphone, fais-moi le freestyle le plus technique que tu puisses faire. Alors il a rigolé, il me connaît pas, il dit le petit jeune, il arrive, il a 15 ans, il me demande ça. Moi je suis là, mais vraiment, je lui dis, vraiment fais le truc le plus technique possible. Alors là, il était super chaud, parce que c'était le plus grand technicien en France. Et là, il me jette un freestyle de 2 minutes que j'ai pu, je m'en mords les doigts parce que le téléphone, je ne sais pas où il a fini. Et là, j'écoute ça, mais écoute, c'est inimaginable. J'ai écouté ça, mais à longueur de journée. À longueur de journée. Pourquoi ? Parce que je ne comprenais absolument rien de ce qui était fait dans ce freestyle. Mais rien du tout. Pour moi, j'entendais... Et je me dis, mais c'est un malade, quoi. Et à force d'écouter, effectivement, de toute façon, le beatbox, c'est comme ça. Pour tous les sons, pour tout. Plus t'écoutes, plus ton cerveau, il va comprendre, en fait. Et 1 an après, je revois Mike Spawn au championnat de France, je pense. Et là, je vous assure, alors évidemment pas aussi bien que lui, mais je lui sors le freestyle, quoi. Et là, Nice. il est mort de rire, parce que Mike Spawn, il est comme ça. Il est mort de rire, il dit putain. Il dit t'arrives, parce qu'il se souvenait un peu, même moi je m'en souviens, j'ai plus l'audio, mais je me souviens un peu, ça faisait un truc comme... Ça faisait un truc comme ça. Et c'est drôle parce que c'est encore des techniques. Et là, l'anecdote, elle est là. Pourquoi je parle de ça ? Puisque au championnat du monde 2015, contre Ballsy. Ah non, mais vous allez voir donc, là. en demi-finale. Ouais, je sais. Alors là, tu vas voir, je vais te surprendre. Écoute ça. Mike Spawn, en demi-finale, il a perdu en demi-finale Mike Spawn en 2009. Contre, je sais plus, contre Vartank, voilà. En 2009, il a perdu en demi-finale. Et moi, qu'est-ce que je fais en demi-finale, au même stade que lui finalement, en demi-finale en 2015, je termine par les techniques de Mike Spawn. Et j'ai voulu faire ça avec un vrai clin d'œil, en lui disant, écoute Mike Spawn, je suis en demi-finale et je vais passer ce tour en finale avec tes techniques. Et alors, il le savait, puisque personne ne le sait ça, mais lui il le savait, puisque je l'ai eu beaucoup au téléphone et on a vraiment passé beaucoup de temps à m'entraîner. Et j'ai carrément repris, et c'est un clin d'œil terrible. Ah, c'est génial. Je reprends carrément son et je dis, you are not the real beatmaker. Et moi je dis, I'm the fake beatmaker. Et là je fais, voilà, et j'avais vraiment envie de dire ça, parce que the real beatmaker c'est Mike Spawn. Enfin, évidemment que je décline un peu à mon style, mais que j'ai travaillé avec lui, mais il fallait aussi que j'y amène ma touche, bien sûr. parce que ça fait toujours plaisir personnellement d'amener, mais franchement, en tout cas, la dédicace, elle est claire et elle est là. Et c'est une super anecdote, je trouve que c'est cool. Ah ouais, pour le coup c'est génial parce que c'est une vidéo en plus que j'ai vue moi plein de fois et puis à chaque fois que tu faisais ce moment et le public qui s'emballe et tout et toi aussi finalement avec l'adrénaline et tout, c'est un moment de la vidéo qui est absolument génial. Et alors avec cette anecdote en plus, je trouve ça encore mieux. c'est encore il y a une c'est belle encore histoire. Et oui, mais souvent dans les beatboxers, c'est ça, il y a des belles histoires et celle-là, ça en fait partie et peu de gens la connaissent en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah écoute, merci de l'avoir partagé parce que ça rend vraiment le truc encore plus savoureux. J'aimerais qu'on parte sur un autre terrain qui te concerne. En fait, c'est par rapport aux instruments. Alors, on l'a dit plusieurs fois déjà, tu es dans une famille de musiciens et alors tu joues la guitare. Il y a la batterie avec laquelle tu as découvert le beatbox, plus ou moins, avec ton frère notamment. Et tu joues aussi, et c'est là que je voulais t'amener, du hang et du goubal. Et même, oui. alors ça j'ai vu il y a pas longtemps, ça, je l'avais loupé parce que c'est une vidéo sur ta chaîne qui a 18 000 vues, c'est-à-dire pas énormément pour ton niveau. Enfin, en tout cas t'as des vidéos qui sont bien plus vues que ça. Tu joues aussi de la derbuka. Oui. Et alors, on peut dire un peu que c'est un djembé, même s'ils veulent pas que ce soit associé, mais c'est un peu un djembé façon asiatique. Mais alors voilà, il y a ça, il y a la derbuka, qui est un instrument génial. Tu m'as fait découvrir, j'ai trouvé ça génial. Et que je connaissais déjà, tu en joues superbement bien aussi, de hang et du goubal. Est-ce que tu peux me raconter, notamment avec ces deux derniers là, tu peux m'expliquer depuis combien de temps tu en joues et c'est quoi ton histoire avec ces instruments-là ? Alors, c'est une longue histoire aussi, une belle histoire. En fait, avant le beatbox, j'étais avec mes parents
Et donc ça date, tu vois, c'est assez vieux, hein, ça a plus de 10 ans. Ouais. Et en fait, un jour, on se balade avec mes parents et on tombe sur un mec qui joue du hang dans un magasin de musique. Je devais m'acheter une petite méthode de batterie. Et là, un mec joue. Et waouh, on est super surpris. On voit ce mec jouer dans le magasin du hang. On se dit putain, vachement bien ce truc-là. Et le mec nous dit bah, je le vends, je pars à l'étranger. Je suis là pour le vendre en fait. Et là, mes parents craquent. Ils lui demandent combien coûte l'instrument. Et le mec nous répond, parce que je le dis, parce que c'est un instrument qui coûte comme très cher. Ah, c'est très très cher, ouais. Il nous sort 200 euros. Non. Putain, on s'est dit, 200 euros. On a même hésité à le prendre. Écoute bien, on a même hésité à le prendre. Parce que moi, j'étais jeune. Alors, j'aimais la percussion, j'aimais la batterie, la darbuka. Mais là, ce jour-là, c'était vraiment associé la percu à des mélodies, quoi, à des notes. Et c'est un des rares instruments à pouvoir faire ça, en tout cas avec les mains, de pouvoir faire des mélodies avec les notes. C'est ça, parce que on précise quand même que le hang, en fait, voilà, ça permet de faire des percussions, mais avec des sons aussi très doux, très sifflés, comme ça, très posés. Ouais. Et alors 200 euros aussi, c'est une paille, hein, ça vaut au moins 10 fois plus. Ouais, c'est ça. Voilà. T'imagines, du coup, bon, on repart avec l'instrument. J'en joue beaucoup. Je découvre le beatbox, mais le hang fait toujours partie de mon histoire. Mais je l'assume pas vraiment. C'est un instrument qui est à la maison, que j'aime bien, mais voilà, sans plus. Et puis après, en grandissant, et grâce à YouTube aussi, ça m'a permis un jour de faire cette vidéo, un peu test, j'ai envie de dire, puisque j'en jouais. Et puis ensuite, j'ai découvert le Gubal sur Internet, et puis ça m'a donné envie, mais ça c'est très récent, hein, ça date de 2 ans, je crois. Le Gubal est là, j'en suis très content, et c'est un instrument qui peut-être me correspond. Pourquoi ? Parce que comme je disais avant, je suis quelqu'un de très énergique, je suis une boule de nerfs, et là, c'est complètement l'inverse en fait. Ah oui. Et c'est un instrument, je pense, qui me pose, qui me repose et qui m'apaise. Et d'ailleurs, j'ai envie de développer encore plus. Alors peut-être pas avec le beatbox, parce que souvent on me demande ouais, mais ça serait pas mal de faire beatbox et hang. J'ai fait, mais c'est quelque chose que je ressens pas très bien en fait, qui m'intéresse pas tellement. Je préfère en jouer seul en fait. Quand je rajoute du beatbox, c'est cool, mais l'intérêt pour moi, il est pas là et ça me donne pas envie de. Oui, je comprends. Voilà. Après, c'est peut-être aussi par rapport à ton style de beatbox qui est pas forcément compatible, on va dire. Voilà. Ça c'est pas dans mon énergie voilà. Et puis du coup, j'ai envie de développer et même si je peux mettre une petite anecdote que j'ai jamais dit en tout cas, mais j'ai envie de faire un petit album de Gubal. Ah oui. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite anecdote projet dans un futur, mais bon voilà, ça me tient à cœur, je l'annonce, peut-être je prends des risques, mais il faut parce que ce serait super, écoute. Ouais, j'ai très envie de faire ça, un album que de Gubal. Ce serait à la fois surprenant, mais pas de beatbox. Mais voilà, un album que de Gubal qui s'écoutera évidemment posé dans son salon le matin, tranquille. Voilà, dans la voiture, mais un truc très posé. Voilà, donc c'est un truc qui me tient à cœur depuis longtemps là et c'est très proche, donc je peux me permettre de l'annoncer un petit peu. C'est ça. Mais ça a raison de te tenir à cœur finalement parce que on parle du fait que ça coûte très cher, c'est aussi un instrument qui est pas courant en plus du fait de son prix. Voilà, c'est pas un truc qui sort d'usine comme des guitares, je dis une bêtise, mais voilà, c'est quand même un instrument assez prestigieux quelque part. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. J'aime beaucoup. Ouais, moi, j'adore l'instrument. Alors, je l'ai pas parce qu'il est rare, mais en tout cas, il y a pas à dire quand même. Hein. C'est vrai que ça joue le fait que l'instrument, il est mystérieux à la fois. C'est vrai que comme c'est un instrument qu'on voit pas beaucoup, qu'on entend peu, c'est sûr que ça rend l'instrument avec une force incroyable et c'est sûr que ça donne envie d'y aller, de parcourir, de découvrir l'instrument. C'est clair. C'est sûr, hein, c'est sûr. C'est clair. Un autre terrain maintenant, on va revenir sur un côté un peu plus beatbox pur. Alors là, on va rentrer un peu plus dans les détails, je dirais. Justement, si je parlais des instruments juste avant, c'est qu'il y a une raison. C'est en fait, des vidéos de toi sur YouTube, sur ta chaîne ou pas d'ailleurs, il y en a énormément. D'ailleurs, à ce propos, je le sais pas encore puisque j'ai pas encore fait le montage naturellement, mais j'ai essayé de faire des extraits de 30 secondes en utilisant des vidéos différentes à chaque fois. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a matière. Et c'est tant mieux. Mais donc du coup, voilà.
t'es un beatboxer qui est globalement très apprécié, mais évidemment, toute personne appréciée a le droit à son lot de détracteurs aussi, forcément. Et un des reproches, entre guillemets, qu'on te fait, je vais dire le plus souvent, et reproche entre guillemets, hein, c'est pas une attaque non plus, c'est justement de manquer, entre guillemets, de musicalité et de n'être que technique. Et alors, là où je veux t'amener, c'est que je trouve ça assez drôle d'une certaine façon que ton style soit très rapide, très fast comme ça, très très dans la technique, et qu'on voit justement, paradoxalement, qu'à côté tu joues du gubal, du hang, des instruments très posés comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a ouais, c'est ça. Quelque part, on pourrait se dire, même si t'as sorti des vidéos depuis qui m'ont fait un peu mentir, on pourrait se dire que il y a certaines sonorités qu'on pourrait retrouver dans ton beatbox et finalement qu'on retrouve pas. Comment tu peux expliquer ça? Bah, je pense que c'est tout simplement c'est mon équilibre aujourd'hui, mon équilibre en tout cas en musique, moi, il est là, je pense. Et du coup, il se retranscrit, se transmet pas par le beatbox, mon équilibre, il va se retransmettre par les instruments en fait. D'accord. Donc je vais utiliser le beatbox par rapport à mon énergie, et puis je vais utiliser le gubal pour justement m'apaiser, et je vais pas utiliser le beatbox pour m'apaiser en fait. Je vais très vite m'ennuyer si je suis dans des je suis pas très musical, bien qu'on pourra encore en parler des heures, hein, parce que dans la technique, évidemment, il y a de la musicalité. Pourquoi? Parce que oui, bien sûr. Dans un batteur, par exemple, quand il joue, il y a pas de musique. Seul, en tout cas, quand il fait une démo seul, parce que j'écoute beaucoup de batteurs, mais en fait, en batterie, on se pose même pas la question, on le dit. Et en fait, c'est aussi ma démarche de continuer à assumer en fait que ce style rythmique. Alors évidemment, il faut que je fasse un peu de mélodie, mais toujours garder son identité, c'est très important. Tu sais, quand j'ai commencé le beatbox, il y a beaucoup d'anciens qui m'ont dit, en beatboxer, hein, comme Mike Spode, Faya Braz, qui s'en souviennent très bien d'ailleurs, ils m'ont beaucoup dit, mais Alem, tu peux pas faire que du roulement en fait, il faut absolument que tu diversifies, il faut que tu ailles vers des petites mélodies, il faut que tu ailles vers des styles un peu plus détente, plus... Et en fait, j'étais pas d'accord avec ça, et aujourd'hui ils s'en souviennent parce qu'ils me disent, putain Alem, c'est vrai que quand même, t'avais raison là-dessus, c'est vrai qu'on t'a dit de mettre un peu de côté la technique et d'aller vers de la musicalité, et en fait aujourd'hui ils le comprennent très bien, ils se disent eux-mêmes, je les ai surpris avec ça, c'est qu'ils me le disent aujourd'hui, putain mais t'as pas lâché l'affaire, et en fait t'as réussi à l'assumer jusqu'au bout, et en fait c'est ça, il faut réussir à assumer, pousser, il faut toujours se dire que quand tu penses être à ta limite, eh ben en fait derrière t'es à des kilomètres de tes possibilités, et quand t'as compris ça, eh ben ça donne envie de continuer le truc. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que chaque jour on se remet en question. Effectivement, moi on m'a toujours dit, mais Alem, t'es au bout en technique, t'es arrivé au bout, il faut absolument que tu travailles tes covers, il faut que tu chantes pas, chante, fais des mélodies, et moi non, il y avait qu'un truc en tête, c'est faire pousser le niveau en technique. Et je te jure que quand on m'a dit que j'étais au bout, j'étais finalement qu'à du roulement en ternaire, j'étais qu'à du roulement. Et on me disait, écoute, mets de côté la technique. Et putain, quand je regarde où j'en suis maintenant, avec des trucs où j'ai blindé l'affaire avec des... Putain, mais forcément, si on avait su à l'époque que ce roulement était possible, évidemment que Mike Spade m'aurait dit, mais putain, mais continue dans la technique et t'arrêtes pas. Enfin bref, et c'est pour dire que voilà, il y a toujours une évolution, il faut assumer son style, il faut le développer. Au dernier Grand Beatbox Battle, le dernier solo, il est jamais sorti. C'est le plus récent, c'est mon solo le plus récent. Et je suis presque en colère. Non, je dirais pas ça parce que Peponi ne l'a pas sorti, et je sais pas pourquoi, tu vois. Et je te jure que j'ai fait un solo de 10 minutes, que du rythme. J'ai voulu en tout cas jouer ce jeu-là, et ça m'énerve que ce solo ne sorte pas parce que pendant 10 minutes, je joue et je fais que du rythme. Et là, c'est génial, t'as un espèce de silence dans la salle énorme,
et les gens ne réagissent même plus, et c'est ce que je voulais, il n'y a plus de réaction. C'est-à-dire que tu arrives à un moment où les gens écoutent, tout le public beatboxer, et je te jure, il n'y a plus de bruit, quoi. Et moi, je suis là tout seul. Tu vois, et il y a cette espèce d'ambiance qui est là, et ça m'énerve que ce truc-là n'y soit pas, mais je vais lui demander de me le donner et de le mettre. Je veux que ce truc sorte, moi. Bref, Ah oui, en tout cas, sûr. c'est vraiment un truc que j'ai envie d'assumer dans le futur. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, voilà, ce qu'on peut dire, du coup, c'est que en général, c'est vrai que quand un beatboxer performe sur scène, c'est un public aguerri, qui est très chaud, souvent, qui réagit vraiment super fort, énormément. Et là, ce que tu dis, en fait, c'est un peu l'inverse. Ils étaient tellement transportés que finalement, ils réagissaient plus. Et c'est ça, en fait, l'histoire que tu racontes. Histoire que tu peux raconter parce que t'as fait 10 minutes de showcase, en fait, donc de prestations, il n'y avait pas forcément de battle ni de jury derrière. Bah oui. Alors qu'évidemment, quand t'es en battle face à quelqu'un, tu dois raconter ton histoire, comme tu dis, très rapidement, en 1 minute 30 souvent. C'est le temps d'un round. Et après, c'est l'autre qui fait. Et donc, l'idée, c'est que faire caisse claire, enfin, les rythmes basiques pendant 1 minute 30, c'est juste même pas concevable parce que, évidemment, le but d'un round, c'est de montrer plein de choses différentes. Ouais, t'imagines, ça serait pas très intéressant, quoi, tu vois. Et donc, voilà, en fait, ce qui te correspondrait plus, à la limite, ce serait des concerts de beatbox, en fait, pas des battles. C'est ça. C'est et du coup, c'est là où c'est le problème aussi, c'est que les beatboxers, le problème aujourd'hui du beatbox, c'est, il y en a, hein. Heureusement d'ailleurs, il en faut partout, mais bien sûr. Le problème aujourd'hui, c'est que on est basé que sur le battle, quoi. C'est là où je veux en venir, tu fais 5, tu fais 10 minutes, tu prends le micro et tu te fais plaisir. Putain, mais moi j'attends que ça, limite, de voir Napalm nous faire 10 minutes comme ça en show, avec vraiment tranquille, quoi. Il s'exprime, il prend le temps, il veut aller à tel endroit, il a envie d'aller à tel endroit. Ça me donne vraiment envie et c'est ce qui manque sur la scène des beatboxers. Et du coup, ça donne aux jeunes, bon, moi je suis jeune, mais ça donne en tout cas aux jeunes qui démarrent le beatbox, un exemple que le beatbox c'est du battle, quoi. Lui il est meilleur. Il n'y a pas à dire, on en est là. Et c'est là où je veux dire que c'est des jeunes, c'est quoi? Je donne des ateliers, moi, à des jeunes qui ont, tu vois, 12 ans. Ils sont très jeunes, hein. Ils ont 12-13 ans, ils sont déjà extrêmement passionnés de beatbox, ils connaissent toutes les vidéos de Swiss Beatbox, mais je le sens quand on en discute, on est vraiment dans un rapport de qui gagne, et du coup je trouve que l'exemple donné, il n'est pas forcément très bon, en tout cas il manque toute cette partie show, quoi, showcase. Oui, mais bon, c'est ça, c'est un point que j'allais aborder peut-être un peu après, mais maintenant que t'en parles, autant le faire maintenant. C'est vrai que t'es d'une générosité assez dingue parce que tu donnes des ateliers à des enfants. Et alors, je dois dire, je te tire mon chapeau pour ça parce que je me dis, le mec, il est champion du monde. Encore, hein, on y revient, mais finalement, champion du monde, c'est quand même pas anecdotique. T'es champion de France, et le mec, il organise des ateliers pour des gosses. Alors, c'est très bien, justement. Mais justement, t'es le seul à faire ça quasiment. Enfin, en tout cas, j'ai pas connaissance de beaucoup de monde qui le fait. Et je trouve ça génial. Mais c'est cette idée-là, en fait, c'est cette idée de partage que tu veux transmettre. Cette idée que c'était à Chirins, je crois, donc c'est en région lyonnaise, si je prononce bien. Où voilà, t'avais aussi ramené des gens, MB14, je me rappelle de L'Excité. C'est chouette. Et c'était super, c'est super bien. Et je trouve ça vraiment bien que tu puisses faire des événements entre guillemets sans prétention, mais qui font du bien quand même, tu vois, quelque part. Ouais, bien sûr, ça c'est super. C'est un battle que j'organise avec Chirins, donc c'est une commune où il y a, avec Gérald, qui est quelqu'un de super, qui s'intéresse aux arts urbains depuis longtemps, très longtemps, et là, avec moi, parce que comme je connais les beatboxers, c'est très facile ouais, bien sûr, de l'organiser, et du coup c'est super. On propose aux gens en pleine campagne, parce que c'est vraiment en pleine campagne. Et du coup c'est génial, les gens découvrent le beatbox avec des bons beatboxers, quoi. On a eu Wawad, Alexinho, enfin bon, on a eu toute la crème, on a eu Big Ben d'ailleurs. Ah non, mais c'est vrai que c'est super. Et ça, c'est une question à laquelle j'ai jamais trouvé de réponse. Peut-être que tu sauras m'aider. La France est un pays extrêmement bien représenté au niveau du beatbox. Comment ça se fait qu'il y ait autant de beatboxers et que la France soit si appréciée d'un point de vue beatbox?
Peut-être grâce à toi aussi, quelque part. Non, bah, je sais pas. C'est compliqué comme question. J'en sais rien. En tout cas, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, là, je vais parler au nom des. Il faudrait poser la question. Le mieux, c'est de poser la question aux Américains, à la Beatbox House, Hmm. à tous les beatboxers américains, parce que eux l'ont vraiment ressenti et ils mettent vraiment le doigt dessus. C'est qu'en France, on a vraiment, dès qu'il y a un événement de beatbox, on le ressent. Il y a une belle famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rivalité entre beatboxers français. Et vraiment, ça se sent, quoi. Tu vas à un événement beatbox en France, je sais pas, t'as cette famille, mais ça fait drôle. Alors que moi, franchement, hein, je l'ai vécu aux États-Unis. Je suis allé juger là-bas le championnat à New York. Et alors, il y a une belle. Je vais pas dire que les mecs sont en rivalité, mais il n'y a pas à dire en France. Oh là là, les mecs se prennent dans les bras, ça rigole tout de suite, ça partage, ça se conseille très très rapidement, il n'y a aucune barrière, c'est tout de suite, ouah, elle est super cette caisse claire, ouah, celle-là elle est pas terrible, il faut absolument que tu la travailles, ouais, ça c'est à développer, tu vois, j'aime pas trop, et je le ressens, mais. Et du coup, pourquoi je dis ça aussi, c'est que du coup, bah, on se porte vers le haut, quoi. Bien sûr. C'est-à-dire que, du coup, le championnat de France, franchement, il est hyper difficile. Le championnat de France, c'est un des championnats les plus durs à gagner. Ah oui, au mais niveau il mondial. est d'un niveau, ce championnat, c'est incroyable. Tu vois, il est très très compliqué. Il y a certains championnats où effectivement ça va se jouer entre quatre mecs, quoi. Alors après, évidemment, il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'il y a des championnats où tu sens tout de suite qu'il y en a un, il sort tout de suite du lot, où tu te dis, ce mec, évidemment, il va pas perdre au premier tour. Il y a trop de différences de niveau dans certains pays. Alors qu'en France, putain, mais en France, t'as les 16 qualifiés, mais c'est la guerre, quoi. Ouais. Dès le premier tour, c'est la guerre. Et voilà, et on se porte vers le haut. Il y a beaucoup d'événements. Alors peut-être que c'est facile pour nous en France de voyager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un beau niveau en France, quoi. Ah non, mais c'est clair que ça peut expliquer pas mal de choses. Hein. Tu vois. C'est pas anodin du tout, vraiment pas. Mm. Et donc oui, justement, on parlait de ton expérience en tant que juré. Donc tu avais été juré au championnat américain, donc à New York. T'as aussi été juré au GBB 2017. En tout cas, c'est le truc le plus récent à peu près que t'aies fait, avec notamment la compétition entre les différents loopers. T'as assisté au sacre de Saro qui était absolument démentiel. Enfin, on t'a vu, on te voit sur les vidéos et même tout le monde d'ailleurs en train de surkiffer ce moment. Et bordel qu'il y a de quoi, je crois que c'est des vidéos que j'ai dû voir au moins 100 fois. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que depuis que t'as eu ton titre de champion du monde 2015, là le prochain championnat c'est en 2018, là tu vas pas y participer en tant que performeur du coup. Et bien justement, c'est Suspense. I told you, I will be back. Non, je sais pas, c'est une bonne question. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas envie d'y répondre, quoi. J'ai pas envie d'y répondre. Je me laisse le temps passer. Voilà, j'aime bien en tout cas me la poser moi-même encore aujourd'hui. Est-ce que je serai candidat au championnat du monde en 2018 ? Eh ben même moi, je me dis, écoute, c'est une bonne question, je verrai bien. Effectivement, la première réponse, c'est non, puisque je pourrais être jury. Et ça, c'est une chance incroyable. T'imagines d'être. Parce que c'est ça en fait, parce que tu veuilles pas répondre, ça me pose aucun souci, mais le constat que moi j'ai fait, c'est que les anciens champions du monde, ils sont tous dans le jury maintenant. Ben ouais, parce que c'est un honneur en fait. Tu te dis putain, je vais être jury au championnat du monde, quoi. C'est un truc de malade quand même. Mais donc du coup, c'est pas vraiment, excuse-moi de te couper, c'est pas vraiment une convention en fait de se dire dès qu'on est champion du monde, on arrête d'être candidat. Alors, il y a pas. Non, il y a une raison qui est là aussi, c'est que le beatbox il évolue beaucoup et que le problème c'est que le championnat du monde il est tous les 3 ans. Alors du coup, ben comme le niveau il augmente quand t'es champion du monde, t'imagines bien qu'au bout de 3 ans, on va t'attendre encore avec un niveau encore bien supérieur à ce que tu as donné et souvent t'es pas allé au maximum parce qu'on n'est jamais au maximum et tu t'es quand même surpassé. C'est une réelle performance, quoi. Et du coup c'est pas évident 3 ans après d'assumer face à d'autres jeunes que t'as déjà encore le niveau et en plus que tu peux encore pousser le niveau. C'est pour ça que les champions arrêtent en se disant c'est pas genre je reste sur la gagne, c'est plutôt
je suis plus dans l'actualité du beatbox aujourd'hui. Je suis dans autre chose finalement et voilà. Et j'ai envie d'être jury, c'est cool. C'est plutôt pour ça. D'accord. Mais moi, j'ai encore envie de me la poser cette question. Alors, il me reste plus beaucoup de temps, je suis d'accord, mais même si je le fais, je le dirai pas. Mais On verra bien. voilà, c'est ça. On verra bien en fait, c'est ça. Quand il y aura les candidats, est-ce qu'Alem participe? Ah alors on regarde, bah, peut-être pas. Et puis peut-être que ça sera ah bah non, Alem il participe pas, il est jury. Et puis voilà. Mais bon, je pense que en tout cas moi ça me stimule, même dans mon entraînement, tu vois, de me dire que peut-être que je le ferai parce que voilà, je me laisse cette question-là en suspense comme ça. Je me dis peut-être et puis ça me fait du bien dans mon entraînement. Après je le vois que j'ai pas forcément encore le niveau comme dans le sens où parce que le championnat du monde, qu'est-ce qu'on attend? C'est des nouvelles possibilités en soi. Ça fait du bien. Les beatboxers veulent des nouveaux sons. Voilà. Et c'est là tout mon problème, c'est que je suis pas dans cette démarche. En tout cas, plus dans cette démarche-là. Je suis plutôt dans une démarche, comme je te disais, d'assumer certains trucs, de pousser le niveau dans certains trucs, mais ça reste, c'est pas des nouveaux sons, quoi. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est du développement, mais c'est pas de la nouveauté, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais que je suis un peu énervé contre toi parce qu'en fait, quand j'avais commencé, bon, faut dire que ça fait longtemps qu'on essaye de faire cette interview. Ça fait déjà quelques mois, mais on n'a jamais trouvé l'occasion de trouver un créneau commun. Et au moment où j'avais commencé à faire quelques recherches, même si je te connaissais déjà assez bien, voilà, je te parlais de ton entre guillemets manque de musicalité dans ton beatbox, etc. Et j'essayais de pointer du doigt entre guillemets ses défauts. Et depuis, tu as fait une reprise de Shape of You de Ed Sheeran à Sheeran's, dont on parlait tout à l'heure. T'en as aussi sorti une vidéo sur ta chaîne. J'allais te parler du looper, le fameux looper qui permet d'enregistrer des sons et qui se répète automatiquement, qui forme une boucle, loop. Oui. Je te demandais pourquoi t'en faisais pas depuis. T'as sorti 2 vidéos dessus, dont une qui a explosé le compteur de vues. Donc ouais, c'est surprenant d'ailleurs, ouais. Donc je me suis dit bon ok, il a plus de défauts, ça y est, c'est fini. Mais en tout cas, voilà, j'y viens quand même parce que c'est intéressant le fait que tu t'intéresses à ça et effectivement le compteur de vues a explosé sur ta première vidéo. Après, tu vois, pour la petite anecdote, c'est que en fait, quand j'ai fait cette vidéo, déjà, faut savoir que ça m'a pris énormément de temps. Alors que le son est pas bon, mais je veux dire dans la préparation. C'est très dur parce que je maîtrise pas du tout la loupe et j'ai cherché. La loupe, la Loop Station, ça fait quand même plus d'1 an que je l'ai. Et j'ai jamais rien fait dessus. Alors si, évidemment, j'ai fait énormément, mais tout était nul, quoi. Nul. Les temps passent, le temps passe. En plus, c'est ma copine qui m'a offert la Loop Station. Elle me dit, putain, mais quand est-ce que tu vas faire un truc vraiment, concrétiser quelque chose, quoi? Et tout ce que je faisais, c'était nul. Et pendant une grande période, tous les matins, je m'écoute du gros son trap musique dans la voiture. Alors, qu'est-ce que j'écoute, on va te demander. Et ben, tu sais quoi, je tape. Alors, je mets trap musique, son 24 heures, 7 jours sur 7. Et en fait, t'as de la trap qui passe en boucle pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je me mets ça en voiture, parce que j'ai un peu de route. Et je me mets ça, et là, je m'écoute de la grosse trap musique. Et en fait, pendant une grande période, j'ai écouté ça, alors que pas tout est bien, mais c'est quand même que de la trappe, quoi. 24, ça me fait rire. Et là, je mets ça et j'écoute. Et écoute, ça a été un petit déclic. J'arrive chez moi et j'avais une mélodie en tête. Et je serais incapable de remettre le son puisque ça tourne c'est du 24-24. Ouais. Impossible de vous montrer mon influence sur ce truc-là. Et il y avait ce son-là. Un truc comme ça. Et là, j'essaye ça sur la loupe. Tout simplement, je mets une reverb. Putain, je me dis, c'est bon ça. Enfin, un truc qui sonne un peu. Je mets un peu le lip roll. Je mets un petit effet là-dessus parce que je ne le maîtrise pas super bien. Et bref, j'en fais une vidéo, j'appelle Camille, ma copine, très très vite, elle était là, je lui dis Camille, faut absolument que tu enregistres, Et en fait, j'arrive, impossible d'enregistrer, je me trompe sur les effets, la boucle elle est mal lancée. Et en fait, ça a été très dur et cette vidéo, elle a été faite vraiment dans un... Et c'est pour ça que je suis content. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans une énergie où je me dis, putain, j'y arrive, quoi. Et là, je le sens bien. Et quand je balance le drum, même moi, quand je me vois, je me dis, putain, j'en fais un peu des masses. Mais même moi-même, je suis content de voir la vidéo parce que je me vois balancer le beat carré sur le et je sens que ça va marcher et ça marche.
Et du coup, comme ça marche, je suis content. C'est une vraie réaction d'une satisfaction où on sent qu'il y a eu à la fois beaucoup d'entraînement, mais à la fois peu, parce que je suis dans un jet rapide de dire ah bah, vous allez voir, ce drop il est cool quoi, et j'en suis content. Enfin voilà, c'est là-dessus. Du coup, ça m'a donné envie dès le lendemain. Je crois que 2 jours après, je balance une autre. Sachez que pour la deuxième vidéo, j'ai travaillé, elle a moins de vues, hein. Ah, je me dis, elle a peut-être moins marché. Non, j'en suis assez content quand même. C'est pas les vues qui. Mais sachez pour l'anecdote quand même, hein, c'est que j'ai travaillé avec Saro pas pour cette vidéo parce que le soir même, il m'envoie un petit message Facebook qui m'a fait trop plaisir. Il me dit putain, j'ai vu ta première vidéo de loop, c'est super, vas-y à fond. Ah, j'étais trop content parce que c'est Saro quoi. Alors, et là, Saro, si tu permets, on peut peut-être faire une petite parenthèse sur qui il est. Alors on en a parlé juste un peu avant, c'est un beatboxer qui est français aussi, et qui a littéralement révolutionné, je pense, le monde des loopers, enfin des beatboxers qui utilisent la Loop Station. Voilà, c'est ça, et du coup, j'étais tout fier qu'ils me disent que ça soit bien, et le soir même ou le lendemain, parce que ça se fait très rapidement, il était sur TeamSpeak, tu sais, là où on peut... parler et on a travaillé ensemble le second morceau et on voit qu'il est un petit peu plus technique. La deuxième vidéo elle est plus technique dans le sens où je vais chercher un peu des effets, j'enregistre tel effet, après je retourne vers un autre effet, il y a vraiment plus de manipulation. Donc il m'a aidé à la faire et c'est chouette. Alors il m'a pas aidé voilà, mais sur le temps d'une soirée, moi ça m'a fait du bien, il m'a rajouté un peu de technique dans cette deuxième vidéo et voilà, bon après c'est une parenthèse, ces vidéos parce que j'ai envie d'aller ailleurs en loop. Quoique j'aime bien faire de la trappe. En fait, je me rends compte que des fois, parce que c'est une grosse pression. Tu sais, quand tu fais quelque chose de nouveau, tu veux toujours mettre la barre haute. En tout cas, moi, je veux toujours faire un truc qui déchire. Et en fait, je le fais jamais. Je suis vraiment comme ça. Tu vois, la loop, ça fait quand même 1 an que je l'ai. Pour finalement faire une mélodie avec une reverb qui fait juste juste un... Je veux dire, c'est hyper simple. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas besoin de mettre 1 an pour faire un truc comme ça quand même. Ou alors, c'est triste. Et du coup, parce que je me mets toujours la barre haute, j'ose pas. Et en fait, tu te rends compte que des fois, c'est les choses les plus simples, dans une bonne vibe, dans une bonne énergie, quand tu le ressens bien. T'as pas besoin de pousser le niveau extrêmement haut. Et là, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, puisque c'est pas pour faire de la compète. Évidemment, là, si on parle de Saro en compétition, là, on est dans une autre démarche, on prépare une compétition internationale. Donc évidemment, là, on fait ça aux petits oignons. Mais des fois, il faut savoir, quand c'est pas de la compète, partager en fait ce que tu fais, là où t'en es, ce petit morceau-là, il est cool et les gens ils réagissent bien, ils attendent pas que tu claques la baraque à chaque fois. Bien sûr. Voilà, donc. Mais non, c'est vrai que c'est super intéressant et c'est vrai que sur ta deuxième vidéo de loop, on voit que c'est un peu plus technique effectivement. Effectivement. On arrive gentiment vers la fin de cette interview. J'aimerais te demander quels sont tes projets actuels. Alors moi j'ai noté 2 choses, peut-être que tu pourras en rajouter d'autres, n'hésite pas. Il y a d'abord le projet avec Chris Men, qui est un projet très bizarre, mais dans le bon sens du terme. Alors ça fait quand même très très longtemps que vous vous connaissez, hein. J'ai vu que ça remonte quand même à plusieurs années, et en fait ce que vous combinez ensemble, c'est toi le beatbox et lui il chante en breton. Alors pour les anglophones qui nous écoutent, le breton en fait c'est un dialecte qui vient de la Bretagne, qui est une région en France, et c'est un dialecte en fait, bon, ceux qui parlent que français ne peuvent pas comprendre le breton, mais pour autant les sonorités sont assez similaires, je dirais. Voilà, et vous deux, vous combinez ça, et je dois dire que ça donne un résultat assez fou, et vous faites même des concerts avec ça. Mais oui, c'est super, en fait, c'est vrai que tu pourras en parler un petit peu, sur le papier, c'est quelque chose auquel on s'attend pas du tout, un mec qui rappe en breton, qui chante en breton, et un mec qui beatbox. Alors pour le grand public, t'imagines bien, déjà ils ont très rarement vu de beatboxer en live, et encore moins un breton qui rappe et qui chante. Alors du coup le duo, tu te dis mais qu'est-ce que ça va être quoi. Et en fait c'est un duo qui fonctionne super bien parce que déjà ça rappe super bien. Moi en beatbox j'assume bien le truc, et en fait ça fonctionne de ouf, et puis c'est très varié comme duo. Ouais, franchement je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est vraiment un résultat très surprenant et très agréable à écouter. Ouais. Et il y avait aussi le projet qui est peut-être encore un peu plus actuel, celui-là, c'est celui de Trio
Alors Trio, c'est quoi? C'est un projet qui est un peu plus naissant, hein, je pense, par rapport à Chris Men. Oui, Mais c'est c'est 3 personnes. C'est toi au beatbox et il y a 2 musiciens. Il y en a un qui voilà. fait de la basse, je crois, et il y en a un qui fait tout le reste. Je sais pas vraiment Alors, comment il y a, faire ça. alors, il y a un percussionniste qui s'appelle Stéphane Edouard qui joue de la percussion, donc qui a une calebasse, qui a un charleston, des cymbales, une caisse claire, mais en fait, il joue au doigt. C'est très intéressant. Oui, Moi, je suis en beatbox et Alfio Riglio, qui est un super pianiste de jazz, hein, qui a une grande renommée, hein, qui a beaucoup joué avec Jonas, avec Manu Katché, avec Bobby McFerrin. Et voilà, et c'est un trio que j'aime beaucoup, qui effectivement démarre parce que on a peu de dates, mais ça y est, ça commence, on a quelques dates et effectivement, on a enregistré un album qui sort très prochainement et puis on a fait 2 teasers, 2 vidéos qui sont très bien enregistrées, c'est très professionnel, ouais. là. Il y a vraiment une équipe, c'est pas, on est sur un format très pro et ouais, je suis très content de ce trio aussi. Ouais, c'est ça. L'Osmos fonctionne très bien. J'allais justement parler des 2 teasers qui sont sur ta chaîne, hein. J'imagine Voilà. pour plus de visibilité. Et c'est vrai que ça fonctionne tellement bien. Et le fameux Alfio dont tu parles, c'est vrai que bon, pour ceux qui se rappellent pas, Bobby McFerrin, voilà, c'est le king incontesté. Et donc c'est vrai que quand il joue, c'est assez incroyable. Et donc du coup, je vous souhaite plein de succès pour ça parce que franchement, c'est rien que pour Bah, l'idée, merci. c'est mérité. C'est vraiment mérité. On souhaite le faire sur scène en tout cas nombreuses fois. J'espère aussi. Alors, je vais avoir une dernière question qui pourrait devenir une espèce de gimmick, en fait, si j'ai l'occasion et la chance d'interviewer d'autres personnes. Bon, ici, la chaîne s'appelle Acapellover, donc ça parle surtout de musique a cappella. Aujourd'hui, on s'est penché avec toi, évidemment, sur ce qui est le beatbox, qui est quand même un des 2 piliers de la musique a cappella. Et malgré tout ce que tu as pu faire et que tu fais encore maintenant, est-ce que tu as déjà eu l'idée ou est-ce que tu aurais en projet d'intégrer un groupe de musique a cappella? Est-ce que c'est déjà un monde que tu connais plus ou moins? Non, pas vraiment. Pas vraiment. De mettre des chanteurs a cappella, c'est ça? Bah, juste, est-ce que déjà tu connais la musique a cappella? Est-ce que tu connais un peu ce monde-là, Pentatonix, Home Free, Voice Play, Oui, voilà, tu connais ça un oui, peu? oui, ça me parle. Ça me parle, Ça j'aime te parle? beaucoup d'ailleurs. Ouais, j'adore ça. Ah oui, je comprends ta question. Ouais. Oui, oui, ça me plairait énormément, hein, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'avec Chris Men et le trio, j'ai pas encore le temps, mais peut-être que ça viendrait un jour. Après, tu vois, le problème, il est là pour moi. Pourquoi je le fais pas? C'est que, et en fait, en tout cas, j'ai envie d'avoir une totale liberté. Hmm. Euh, et j'ai peur dans des projets avec des chanteurs que je sois un petit peu enfermé. Tu vois ce que je veux dire? Sur des rythmiques, que j'ai pas cette totale liberté, que je dois tenir tel et tel rythme. Et pour l'instant, voilà, ça se fait pas. Mais peut-être que ça se fera avec un tout nouveau concept, hein, comme d'hab, avec un tout nouveau projet de chanteur. Ça me plairait, ouais, ça me plairait bien. Mais bon, voilà. Oui, c'est ça, parce que, bon, en fait, le truc, c'est que quand un beatboxer intègre un groupe a cappella, il devient un VP, un vocal percussionniste Ouais, vocal. Et la différence, elle est là, c'est que effectivement, tu vas devoir suivre une partition, un rythme bien précis, tu vas devoir être en accord avec la basse, hein, surtout, d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs. Euh, et donc, oui, peut-être que t'as peur d'être enfermé là-dedans, mais après, c'est vrai que c'est une opportunité bien différente, sûr. voilà. Ouais, c'est ça, qui peut-être se présentera, hein, Oui, la porte est pas fermée, en tout cas. non, c'est ça, la porte est pas fermée du tout. Ça peut être même excellent, hein, pourquoi pas, ouais. Oh oui, mais de toute façon, bon, c'est vrai que malheureusement, la musique a cappella est surtout très bien représentée aux États-Unis. C'est vrai que outre-Atlantique, ça a un peu du mal à émerger. C'est aussi Ouais, pour ça que j'avais ouvert cette chaîne à la base, c'était pour pouvoir la faire connaître un peu plus. En tout cas, c'est toujours l'objectif. Et bien donc, sûr. sait-on jamais qu'un jour on retrouve un groupe a cappella, les Pentatonix Bis, ou même Berry Wham d'ailleurs, parce que finalement Berry Wham c'est un groupe de beatboxers, ils sont 4, mais Ouais, ils font de la musique a cappella parce ils ont tous leur partie, ils chantent, ouais, c'est génial. c'est Ouais, incroyable, c'est incroyable. ouais, Donc espérons que ça émerge grâce à ce genre de groupe-là et peut-être avec toi, peut-être dans un c'est futur clair. plus ou moins lointain. C'est ça, c'est clair. Bah écoute, Alem, je vais te remercier 1000 fois du fond du Bah, cœur. merci beaucoup. C'était vraiment super.
Je vais pleurer pour faire les sous-titres, mais c'est pas grave parce que je pense vraiment que ça vaut le coup. J'espère que le résultat te plaira, et à moi aussi, et à vous aussi évidemment qui avez regardé cette vidéo. Et oui. On va s'arrêter là tout simplement parce que finalement ça va déjà bientôt faire déjà plus d'1h20 d'interview, donc ça va être sympa. Bon en tout cas merci aussi à toi, et puis voilà, à bientôt, même sur scène, sur un concert ou voilà, sur un événement beatbox. Écoute, j'espère aussi. On se dit à la prochaine, et quant à vous, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut, ciao ciao. Bye.